This was the summer of 1978 when you took your first victim. Right. Once it happened the first time, it just seemed like it had control of my life from there on in. The second occurrence was 1984, roughly. And I met this guy at one of the bars, downtown Milwaukee bars. We went back to the hotel. Just planning on getting drunk. I had put some sleeping pills in his drink to render him unconscious. And was just going to spend the night with him. When I woke up in the morning, my forearms were bruised, and his chest was bruised, and blood was coming out of his mouth. He was hanging over the side of the bed, and I have no memory of beating him to death, but I must have. Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre go Angèle Bandit aka La Oise, vous connaissez. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas publié sur cette chaîne qui était déjà presque morte, mais Dieu merci, je reviens. Je voulais revenir depuis avec une FAQ, mais bon... Vous-même, vous savez que les choses ne se passent pas forcément telles qu'on les prévoit. Donc voilà, j'ai dû revenir avec un sujet quand même bousculant. C'est vrai que beaucoup de youtubeurs en parlent, mais il fallait vraiment que j'en parle. Avec moi, j'ai ma tasse, mon remède, froid, hein, la joie d'être de retour sur YouTube. Alors je vais déposer la tasse et on va commencer à parler des vraies choses. Sinon on va pas avancer. Alors les gars, je voulais ensemble qu'on parle de Jeffrey Dahmer. Pourquoi? Parce que c'est l'un des plus grands tueurs en série qu'on puisse connaître, mais aussi parce que Netflix vient de sortir une nouvelle mini-série qui raconte un peu son histoire. Et moi j'ai regardé la série, il y a 10 épisodes. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à regarder. C'est plus ou moins choquant, même si Netflix a un peu caché certaines séquences sensibles et tout. Voilà, donc je voulais qu'on analyse cette série, qu'on essaie de la comparer avec l'histoire réelle de Jeffrey Dahmer. Donc je vais raconter l'histoire et au fur et à mesure, je vais essayer d'aborder certains thèmes qui ont quand même été négligés dans la série. Sans plus tarder, on va débuter la vidéo. Alors avant de vous plonger au fin fond de la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier parce que on a dépassé la barre des 1000 abonnés. Bon, bref, allons-y. On va d'abord procéder à la présentation de la mini-série Netflix parce que franchement, c'est cette mini-série qui m'a poussé à faire cette vidéo et de développer le vécu de Jeffrey Dahmer. Du coup, la mini-série Netflix est intitulée Dahmer, monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer. En effet, le titre dit tout, c'était un monstre, clairement. Et la mini-série a 10 épisodes. Dans ces 10 épisodes, on peut ressentir quand même du piquant en soi parce que c'est tellement triste, c'est à la fois gore parce qu'il y a tellement de sang dedans et tout ce qui va avec, tout ce qui concerne le crime, mais en mode gore quoi. Et si on va un peu dans le fond du film, c'est-à-dire au niveau des personnages, on va remarquer que Jeffrey Dahmer est interprété par un acteur que tout le monde ne connaît pas forcément, mais je pense qu'il est dans les Avengers. Son nom c'est Evan Peters. Si vous allez chercher, vous allez le retrouver. On voit bien qu'il est dans la peau du personnage, il joue très bien le rôle de Jeffrey, l'attitude, la manière de fumer et ainsi de suite, la coupe de cheveux, tout le tralala qui va avec, c'est plutôt sympa. Fini la présentation du haut de la série parce que j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Je vais maintenant essayer de vous raconter l'histoire de Jeffrey Dahmer sans pourtant vous spoiler la série. Je suis désolée, je mentais. Alerte spoil. L'histoire que je vais vous raconter est quand même un peu bien racontée dans la série de Netflix et même s'il n'y a pas toutes les scènes, même s'il n'y a pas toute la vie entière de Jeffrey Dahmer, il y a quand même beaucoup de choses dedans. C'est parti. Jeffrey Dahmer, alias Jeff, est né le 21 juin 1960 à Milwaukee. Il est le fils de Lionel Herbert Dahmer, qui est à l'époque chimiste, et de Joyce Annette, elle qui ne fait rien à part être allongée sur son lit à cause de son état de santé qui se déplore de jour en jour. Beaucoup aimé par ses parents, parce que lorsqu'il vient au monde, il apporte une certaine harmonie familiale. Parce qu'avant sa naissance, ses parents se disputent beaucoup. Du coup, quand il vient au monde, il vient instaurer une petite paix
dans la famille. Du coup, il est beaucoup aimé par ses parents et c'est un gamin normal. Sauf qu'au fur et à mesure qu'il grandit, voilà, il fréquente, il va à l'école, ses amis, bon, il n'a presque pas d'amis, on va dire ses connaissances, ses enseignants, son entourage, le considèrent comme un enfant très bizarre, très étrange. Ce qui est d'ailleurs normal parce que lorsqu'on regarde Jeff, on se rend compte que c'est un enfant un peu trop réservé, il parle pas beaucoup, il est très introverti, un peu comme s'il était perturbé ou bien qu'il subissait des choses étranges chez lui, par exemple la maltraitance. Parce que lorsqu'un enfant subit de la maltraitance, il y a ceux qui ont la force de parler et il y a ceux qui n'ont pas la force de parler. Jeff était un peu comme si il était maltraité chez lui. Du coup, quand il vient à l'école, il n'arrive pas à en parler. Il est tout le temps dans son coin, au fond de la classe. Je pense que cela se comprend un peu parce que avant la naissance de Jeffrey, c'est-à-dire lorsque Joyce portait sa grossesse, elle souffrait de dépression. Et en plus de ça, elle s'injectait des stupéfiants tout le temps. Non seulement elle s'injectait des stupéfiants, elle consommait aussi des comprimés en désordre. Et vous pouvez remarquer dans la série, pour ceux qui ont regardé, comment son mari est en train de la gronder dessus en lui disant comment est-ce que tu peux consommer plus de 26 cachets par jour. Je pense que dans la série, ils ont voulu atténuer le nombre de cachets qu'elle prenait par jour. Sûrement dans la vraie vie, elle était à une cinquantaine. Et ça, pour une femme enceinte, c'est déjà pas normal parce que ça peut considérablement jouer sur l'enfant, que ce soit au niveau physique de l'enfant, en étant dans le ventre, mais aussi au niveau psychologique. Jeffrey vient au monde et là, c'est un bébé aimé par ses parents, tout comme je l'ai dit auparavant, mais à un moment donné, on a comme l'impression que c'est aussi la bête noire familiale. Pourquoi? Parce que ils vont tout le temps déménager après sa naissance. Le couple, bien sûr, le couple Dahmer, ils vont tout le temps déménager, ils vont tout le temps se disputer. Alors avec le temps, plus précisément à l'âge de 8 ans, Jeffrey a développé une certaine passion pour non pas les animaux, mais pour la manière dont son père et lui les découpaient dans le jardin. Car en effet, le peu de temps que son père avait et qu'il restait à la maison, il préférait souvent aller dans le jardin avec son fils, histoire de ramasser les animaux morts et les ouvrir, ou bien aller à la pêche et découper les poissons, soulever les boyaux de façon très brutale. Et ça, franchement, ça plaisait énormément à Jeffrey parce que il aimait voir comment les organes des animaux étaient bien disposés dans le corps. Il aimait voir comment les organes brillent, comme lui-même il a dit à l'intérieur de la mini-série. J'aime voir comment les organes des animaux brillent. J'aime voir la manière dont on les découpe. C'est l'une de mes activités préférées. C'est mon passe-temps. Et pendant que cette passion étrange se développe en Jeff, ses parents vont une fois de plus déménager pour l'Ohio. Là naîtra son petit frère David et sans vous mentir, la relation entre tous les deux, c'est-à-dire grand frère, petit frère, n'était pas vraiment stable parce que depuis la naissance de David, Jeffrey pense que ses parents n'ont plus son temps. Déjà qu'au départ, avant la naissance de David, la situation n'était pas vraiment ça. À plus forte raison, lorsqu'un nouveau bébé vient au monde et sera plus chuchoté, plus gâté que lui. Jeff se sent mal, Jeff est bousculé psychologiquement et pour se consoler, il sait très bien qu'il ne peut pas compter sur l'attention de ses parents. Donc, il va consacrer son temps à l'activité dans laquelle il se sent le mieux, c'est-à-dire découper les animaux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de tourner autour de leur maison, la maison de ses parents, autour de son voisinage, aller dans les petites forêts qui sont non loin de chez lui, histoire de voir s'il n'y a pas de cadavres d'espèces animales différentes qu'il va par la suite récupérer, puis découper sur place dans la forêt ou chez lui en bas. En fait, en bas de leur maison, il va essayer de les disséquer, histoire de voir ce que les animaux ont à l'intérieur de leur corps. En détail, il aime caresser les organes des animaux. Dur, hein? Le temps passe et parallèlement, Jeffrey est au lycée et il finit par obtenir son diplôme de fin de lycée, donc l'équivalent du baccalauréat. Une parenthèse, Jeffrey n'est pas très intelligent parce qu'il obtient son bac avec une mention passable. Il est diplômé. Les moyennes en classe n'étaient pas vraiment ça du coup. Ses parents étaient quand même choqués qu'il ait validé l'année. Donc c'était un élève très débrouillard. Juste après l'obtention de son bac, Jeffrey découvre qu'il n'est uniquement attiré que par le sexe masculin, c'est-à-dire qu'il éprouve des sentiments amoureux rien que pour les hommes. Donc, on récapitule. Il a eu une enfance torride, il grandit, il a des passions pour la découpe des animaux et en plus de ça, il découvre qu'il est homosexuel. Et ce n'est pas fini. Subitement, il commence aussi à consommer de l'alcool et quand il s'y met vraiment à fond au point d'aller même à l'université avec des bouteilles, des canettes
mettre des récipients pleins d'alcool dans le sac ou dans sa veste. Il est tellement serein au point où il va même consommer de l'alcool en classe, en plein cours. Et je pense que pour ceux qui ont regardé la mini-série, il y a une scène dans laquelle son enseignante lui demande pourquoi est-ce qu'il consomme de l'alcool en classe tout en sachant que c'est interdit. Et vous allez remarquer que Jeffrey est tellement calme, il prend encore une de gorgées et on coupe la scène. Grave, hein? La vie de Jeffrey sera encore plus bousculée, secouée lorsque ses parents vont divorcer en 1977. Alors là, ils vont l'abandonner dans la maison familiale. Joyce va soulever David de tous les bagages. Elle va aller avec le petit frère de Jeffrey, alors que le père de Jeffrey va aller s'installer dans un hôtel. Les raisons, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, je pense que c'était dû au divorce. Jeffrey va être obligé de s'adapter à cette vie de solitude. Il va apprendre à faire la petite cuisine seul. Il va essayer de mener une vie de grand garçon, de garçon autonome, de garçon indépendant, consommer l'alcool, pas entretenir la maison. Ce sera pas vraiment en ordre, mais en tout cas, il va s'y faire. À présent, je vais vous citer quelques victimes de Jeffrey Dahmer parce que juste après son addiction à l'alcool, il va se découvrir plusieurs choses, mais il va commencer par commettre des meurtres. Il va vouloir faire des expériences sur des humains. Pour ceux-là qui aiment bien les histoires de tueurs en série, de crimes et ainsi de suite, qui connaissent bien des criminels, vous allez remarquer que Jeffrey Dahmer est ce genre de criminel qui a une manière particulière de prendre ses victimes, de les assassiner et de les utiliser après leur mort. En ce qui concerne les victimes de Jeffrey, elles sont nombreuses, mais on ne peut pas toutes les citer vu qu'on avance en fonction de sa vraie histoire, mais aussi de la série Netflix. On va juste essayer d'analyser, de comparer et de démontrer combien de fois il a été cruel envers ces dernières. Jeffrey fait sa toute première victime en juin 1978 et cette victime est nommée Steven X, âgé seulement de 19 ans. Pour ceux qui ont regardé la mini-série, je pense que vous avez clairement vu comment Steven X s'est fait avoir, mais comme ça fait partie de l'histoire de Jeffrey et l'une des victimes avec laquelle il a été super cruel, je pense que je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, Steven X est un jeune homme âgé de 19 ans, tout comme je l'ai dit tout à l'heure, qui aime le sport, qui aime le footing, et à chaque fois, Jeffrey est à bord d'une voiture, donc sa voiture, et il passe, il voit à chaque fois Steve aussi, disons Steven. Le manège se répète tout le temps, jusqu'au jour où Steven X l'arrête pour lui dire « Excuse-moi, tu fais une telle route, est-ce que tu peux m'emmener à un tel concert ?» Déjà, on voit dans les yeux de Jeffrey Dahmer qu'il y a de l'attirance. Il est attiré par Steven X parce qu'il a un très beau corps, voilà. Steven X est en mode footing chaque matin, en short. Du coup, il se dit, bah non, je peux pas le laisser partir comme ça. Ce qu'il va dire à Steven, c'est ce que je te propose, c'est qu'avant de te déposer à ton concert, vu que tu m'as arrêté pour que je puisse t'aider, on va d'abord arriver chez moi. Tu es mignon, on arrive chez moi, on va essayer de faire un peu de muscu, on va fumer un peu d'herbe, prendre quelques bières. Ensuite, je t'accompagnerai à ton concert si tu veux. Le gars, il va trouver ça cool, c'est un jeune. On lui a parlé de sport, on lui a parlé d'herbe et il ne peut pas résister. Du coup, il va monter à bord avec Jeffrey. Il va arriver dans l'appartement de Jeffrey, l'appartement de ses parents. Tout ira bien. Mais le problème, c'est que le temps passe et Steven veut partir au concert. Là où il va, c'est à 1 heure de l'endroit où Jeffrey vit. Donc, Jeffrey doit déjà être censé le déposer, voire être en route pour le concert parce que Steven ne veut absolument pas rater ce concert. Mais malheureusement pour Steven, Jeffrey s'est attaché à lui en moins d'1 heure et Jeffrey ne supporte pas qu'on l'abandonne parce qu'il a déjà été assez seul. Il se dit, s'il veut aider quelqu'un, il faudrait au moins que la personne reste avec lui en retour, durant longtemps, si possible. Et même si ce n'est pas possible, la personne devra se débrouiller. Steven va continuer d'insister par rapport à son concert et de son côté aussi, Jeffrey va demander à Stevens de rester. Voilà ce que Stevens va lui proposer. En fait, si tu veux qu'on consomme des bières ensemble, c'est mieux que tu me déposes, tu emmènes les bières avec toi et on va les consommer en route ensemble. Ce que Jeffrey va catégoriquement refuser. Ça va créer une dispute, la dispute entre Stevens qui veut partir à son concert et Jeffrey de son côté qui veut que Steven puisse rester va aller en couille. Jeffrey va remarquer que Steven veut trop le contredire. Alors il va se mettre dans une colère noire, colère qui va le pousser à soulever une haltère et assommer Stevens
avec. Alors Stevens, inconscient, allongé à même le sol et prêt à mourir, va être l'homme du moment de Jeffrey. Pourquoi l'homme du moment? Parce que Jeffrey va s'allonger sur lui et va poser sa tête sur sa poitrine, histoire d'écouter les battements de son cœur. Va mettre sa main dans son pantalon et là, il va se découvrir une nouvelle passion. Parce que là, au moment où il veut passer à l'acte sexuel, Stevens est déjà mort. Il va remarquer que le cœur de Stevens ne bat plus et ça va lui donner une envie folle de coucher avec lui, de le toucher d'abord, de caresser ses parties génitales, de coucher avec lui, de l'embrasser et ainsi de suite. Là, il va se découvrir une nouvelle passion, une nouvelle maladie, mais pour lui, ce ne sera pas une maladie, pour lui, ce sera normal. Nous tous aussi, on va découvrir en fait que Jeffrey est nécrophile. C'est quoi un nécrophile? C'est quelqu'un qui éprouve plaisir pour les cadavres, quelqu'un qui éprouve du plaisir pour des zombies, pour des momies, bref, des morts. On parle là de plaisir sexuel. Il a envie de se masturber sur le cadavre, ce qu'il a d'ailleurs fait. Il a envie de faire l'amour avec le cadavre. Pourquoi je répète ça? Hey mince! Alors après avoir couché avec le cadavre de Stevens, Jeffrey se sent coincé. Ce qu'il va faire, c'est attendre la nuit afin d'essayer d'aller l'enterrer. Alors il va quand même réussir à enterrer Stevens, mais quelque chose de bizarre va se produire. Il va revenir quelque temps après, histoire de déterrer Steven pour pouvoir le sentir, parce qu'il considère que Steven doit toujours être à côté de lui. C'est une personne qu'il a fortement aimé durant son vivant. Alors il va déterrer le corps, il va soulever le corps et il va emmener le corps dans le grenier, c'est-à-dire en bas de sa maison, donc l'appartement que ses parents lui ont laissé, l'appartement dans lequel on l'a abandonné, et il va tenter une expérience quand même étrange. Il va prendre de l'acide, il va la verser sur la tête de Steven, histoire de voir quel effet ça fait lorsque les organes de quelqu'un sont en train de fondre dans l'acide ou à l'aide de l'acide. Alors après avoir fait cela, il va découper Stevens en petits morceaux, va le dessécher tel de la viande pour éviter que ça ne pourrisse, mais malheureusement pour lui les odeurs aussi sortaient un peu trop. Il va éparpiller les cendres de Stevens. La raison qu'il donne, c'est qu'il a toujours voulu que Steven soit autour de lui. Voilà pourquoi il a dispersé les cendres de Stevens. Et il a pris quelques os qu'il a conservés pour faire une collection d'ossements, commencer par Steven jusqu'aux autres victimes qu'il fera, ou du moins ce qu'il aura. Alors à un moment donné, les rumeurs vont commencer à courir comme quoi dans le quartier il y a un jeune blond qui fait des trucs pas clairs, des trucs très louches, mais on ne sait exactement de quoi il s'agit parce que de chez lui se dégage, de chez lui sort une odeur assez étrange, on va dire des odeurs assez étranges, assez malsaines, assez pourries. De son côté, Jeffrey est comme d'habitude très calme et les rumeurs vont aller jusqu'à chez son père. Du coup, son père va revenir à la maison, il va lui expliquer que je ne savais pas que tu étais tout seul, je pensais que ta mère était avec toi et vous connaissez bien le blabla familial. Il y a eu des petites conversations assez intenses, ils ont évoqué quelques sujets de souvenirs. Est-ce que tu fais toujours des histoires de cadavres? Est-ce que tu ouvres toujours des cadavres? Et c'est d'ailleurs la raison que Jeffrey donnera à son père lorsqu'il va essayer de s'expliquer par rapport aux rumeurs qui courent concernant les odeurs sortant de l'appartement. Alors il dira à son père que lorsqu'il est seul, pour prendre du temps, pour essayer de passer du bon temps, il ramasse des cadavres de viande, d'espèces animales qu'il découpe et il ne pense jamais à jeter ça à la poubelle. Du coup, ça s'accumule et les odeurs sortent. Aussi, lors de leur conversation, ils parleront de l'avenir de Jeffrey. Son père va essayer de le convaincre d'aller à l'armée parce que selon son père, il est très fort en sciences. Ce que Jeffrey va d'ailleurs accepter, il ira à l'armée, il sera plus dans le côté de la santé et comme à l'époque aussi, il a travaillé en tant que boucher durant l'absence de ses parents, il va essayer, il voudra utiliser tout ça à l'armée. Mais ça ne va pas fonctionner parce que il voudra d'abord droguer les personnes qu'il va considérer comme ses amis. Donc si tu es par exemple son collègue à l'armée, il va t'inviter dans sa chambre, il va t'inviter prendre un verre
il va te droguer et il va te violer vu qu'il sait qu'il ne peut pas te tuer. Il te viole, il t'affaiblit, il te drogue et dès qu'il voit qu'il n'y a personne, il est capable de te soulever, d'aller te découper. Mais comme il était à l'armée, il ne pouvait pas facilement le faire. Il n'a pu avoir que quelques étudiants, ce qui a causé son exclusion, son renvoi de l'armée. Il a même eu un autre métier d'assistant médical. Mais le problème, c'est qu'en étant assistant médical, il volait les poches de sang des patients, il volait des comprimés interdits au personnel, peut-être autorisés au personnel, mais lui, il abusait, il volait des grandes quantités. En fait, c'était pour stériliser des malades mentaux. Lui, il prenait ça et ça lui servait de drogue pour les victimes. C'est devenu son quotidien de se faire virer à gauche et à droite, d'être accusé de criminel, de drogueur. Vu qu'au début de la vidéo, je vous expliquais qu'il s'est découvert une orientation sexuelle quand même hors série, être homosexuel. Je dis hors série dans le sens où il était très calme, mais il a découvert ça à un moment quand même un peu étrange de sa vie. Il a commencé à fréquenter des bars de gays, donc il partait en boîte, des boîtes spécialement pour les gays. Il faisait des connaissances là-bas et il utilisait le même procédé. Il t'invite chez lui, il essaie de te soudoyer et il ne faisait ça uniquement que pour les hommes. Il n'a jamais eu de victime femme. Il prend dès qu'il voit que tu es un homme et qu'il sent que tu n'es pas vraiment très connu. Lorsque tu vas mourir, on ne va pas te chercher. Alors il t'invite, il essaie de te prendre par les sentiments. Il te dit tu es très beau, je vais aller te prendre en photo chez moi. Je veux qu'on aille prendre une bière et lorsque vous allez prendre la bière chez lui, il te drogue et il finit avec toi. Et il y avait des fois où il utilisait des perceuses pour trouer le cerveau de ses victimes. C'est quand même quelque chose d'assez cruel. Oh mon Dieu, j'ai mis les organes. La seconde victime est assez petite. Quand je dis petite, je parle de la victime, mais c'est toujours une personne de sexe masculin. On parle de Conrack. Alors Conrack est un Asiatique qui vit avec sa famille. Ils sont venus à la nage, ainsi de suite. Je pense que vous avez remarqué dans la mini-série. Conrack traîne très souvent le soir dehors et il va se faire soudoyer par Jeffrey. Jeffrey va le corrompre avec une boisson. Je pense que c'est une boisson alcoolisée. Et Jeffrey va lui dire que si tu veux boire cette boisson, il faudrait que tu me suives à la maison. Et je te donnerai 100 $ si tu veux. Alors, ses parents ont besoin d'argent. Conrack n'a que 14 ans, il est 22, 23 heures, voire minuit. Il va suivre Jeffrey chez lui. C'est quand même un peu bizarre parce que tu vas suivre un inconnu à cause de 100 $, mais on comprend que Conrack n'était pas issu d'une famille assez riche. Il était même dehors histoire de traîner, voir s'il pouvait ramasser des 1, 2 $, rendre des services aux gens pour avoir 1, 2 $, 3, ainsi de suite. Alors il va arriver chez Jeffrey, il va se mettre à l'aise et Jeffrey va sauvagement le droguer. Jeffrey veut se faire plaisir avec un ado de 14 ans. Ils vont essayer de converser un peu, mais à un moment donné, les pulsions de Jeffrey ne vont plus le contrôler et lui-même aussi ne les contrôlera plus. Donc, il aura sauvagement envie de droguer cet enfant, ce qu'il va faire. Mais je pense que l'enfant se sera rendu compte et va s'échapper. D'ailleurs, là encore, un autre thème approche. On parlera tout à l'heure de discrimination raciale parce que la voisine de Jeffrey, qui suspecte Jeffrey, voit presque toutes les scènes, entend tout, mais lorsqu'elle appelle la police, on ne veut pas croire ce qu'elle raconte et ainsi de suite. Alors revenons à Conrack. Conrack essaye de s'échapper, les voisins remarquent, Jeffrey il vient et il dit écoutez, ce petit c'est mon petit ami, il n'a pas 14 ans, c'est un grand garçon, il vit avec moi, les policiers vont même arriver, ce sont des policiers blancs, c'est très important à préciser, c'est mon petit ami, c'est mon copain et au lieu de croire à ce que les voisins diront que ce petit a essayé de s'échapper, les policiers vont préférer croire à ce que Jeffrey dit. Je pense que c'est parce qu'il est blanc. Et là, lorsque Jeffrey va ramener Conrack dans son appartement, du moins dans son studio, sa maison bien sûr, on ne reverra plus jamais Conrack. Une autre victime qui nous a tous touchés dans la série, Tony. Ah là là, le pauvre. Tony est sourd, Tony est très beau, Tony est très calme, très travailleur. Il essaie de voir les choses au-delà de son handicap, c'est-à-dire sa sourdité. Il essaie de vivre tout comme un humain normal devrait vivre. Voilà, et il fait la rencontre de Jeffrey et tellement décevant, c'est tellement triste. J'ai pas envie d'entrer dans les détails.
détails. J'ai pas envie de tout spoiler. Je pense que pour ceux qui n'ont pas regardé la série, vous devez y aller. Je vous invite massivement à le faire. Maintenant, on va aborder un autre thème très important que la série a essayé de souligner, mais pas dans les profondeurs. Discrimination raciale. Alors, on voit beaucoup plus la discrimination raciale lorsque Jeffrey se fait arrêter, se fait libérer. On dit même que Jeffrey redevenait normal, s'est fait baptiser. On fait même des bandes dessinées sur lui, genre pour le glorifier, pour le faire passer pour un héros, parce qu'il tuait les gens, pour faire du bien autour de lui, parce qu'il se sentait seul et il voulait ressentir des personnes avec lui, au-dedans de lui. Du coup, il s'adonne au cannibalisme, il mange les gens. Tellement de choses se sont racontées juste pour glorifier Jeffrey, un meurtrier, un pervers, un psychopathe. Oui, Jeffrey s'est donné au cannibalisme parce que il a mangé quelques-unes de ses victimes. Il en a fait des steaks. Parce que lorsqu'il se fait arrêter, on va faire des fouilles chez lui. On va se rendre compte que dans son frigo, il y a plein de sachets. On va se dire que ce sont des sachets de nourriture, des sachets de viande, de la viande normale. Mais lorsqu'on ouvre, on se rend compte qu'il y a un cœur humain dans un sachet. On ouvre un autre, on se rend compte qu'il y a un cerveau. On ouvre encore un autre sachet, on voit un foie prêt à être frit, genre steak de foie humain. Jeffrey était tellement cruel, tellement cruel. Approfondissons au niveau de la discrimination raciale. Je pense que j'ai déjà cité un élément bien avant. Tu as la voisine qui est noire, la voisine de Jeffrey, qui appelle la police et signale que Jeffrey fait des trucs pas nets. La police qui ne prend pas ses propos en considération. Tu as le fait qu'on arrête Jeffrey et qu'on le libère encore après tous ces crimes qu'il a commis, pendant que les familles sont en train de pleurer, les familles sont inconsolables. Tu as le fait que les hommes de la loi, donc la police, ne prennent pas en considération les droits des personnes de peau noire, du moins les familles des victimes qui avaient une peau noire. Jeffrey Dahmer a impacté beaucoup de personnes en Allemagne et aux États-Unis, oui, parce qu'il y a eu des victimes en Allemagne. Je vais plutôt m'appesantir sur la discrimination raciale qui a eu lieu juste après qu'on ait découvert les différentes victimes. C'est-à-dire que les membres de la famille des victimes réclament leurs droits, réclament justice, mais on emprisonne Jeffrey, on le libère et ainsi de suite. Arrivé au tribunal, on lui permet même de, je pense, en quelque sorte choisir où il veut aller, soit être condamné en prison ou aller dans un asile psychiatrique, parce que franchement la série ne nous a pas tout montré. Il y a une petite supercherie à l'intérieur. On a permis à Jeffrey de choisir l'endroit où il voulait aller, mais le problème c'est que s'il partait dans un asile, il y aurait de très fortes chances qu'on le libère. Du coup, la voisine de Jeffrey a combattu, ainsi que les membres des familles de la victime, afin que Jeffrey ne soit jamais libéré. Ça a vraiment pris du temps, mais heureusement la justice est là. Figurez-vous que lorsqu'on a même arrêté Jeffrey, il était toujours aussi serein, aussi calme, et selon certains détenus, il faisait preuve d'orgueil. Il balançait très souvent des blagues qui n'avaient forcément pas de goût. En 1992, Dahmer est condamné à 957 ans de prison parce qu'il a commis 17 meurtres, et 957 ans de prison équivaut à 17 fois la peine à perpétuité. Donc vous vous rendez compte que il a presque un siècle en prison, mais il va même pas faire ça. Il devait faire ça. La faillite de Dahmer. Dahmer se fait attaquer 2 fois en prison. La première fois en juillet 1994 et la deuxième fois en novembre de la même année. Alors pour la première attaque en juillet 1994, un détenu essaie de l'égorger avec un rasoir, le tabasse, mais Jeffrey sort de là en vie avec quelques saignements. La deuxième fois, c'est-à-dire le 28 novembre 1994, il se fait attaquer pendant qu'il est en train de nettoyer le gymnase. Il se fait attaquer par un autre prisonnier nommé Jesse Anderson, qui va sévèrement le frapper avec une grosse barre d'haltères en plein gymnase. Alors Jeffrey va se mettre à sévèrement saigner. Christopher va encore venir ajouter des coups sur Jeffrey parce que selon eux, ils considèrent que Jeffrey ne regrette pas tout
les crimes qu'il a eu à commettre. Cette fois-ci, Jeffrey ne s'en sortira pas après le coup de tabac dans l'ambulance en route pour l'hôpital. Il va décéder. Son corps sera enterré, mais son cerveau sera envoyé dans une autre ville pour des expériences, histoire de voir de quoi exactement il est mort, si ce ne sont que des coups qui l'ont tué ou il souffrait d'autres choses. Ce qu'on peut retenir de Jeffrey Dahmer, c'est que ça a été un enfant normal comme tout le monde, mais au fond, d'un côté, c'est le manque d'affection qui l'a incité à faire certaines choses, mais aussi qu'il a trouvé certains prétextes inutiles pour tuer. Parce que même si tu es en manque d'attention, tu ne peux pas te mettre à tuer des humains. On peut aussi retenir que l'affaire Jeffrey Dahmer a vraiment bousculé tous les côtés du monde à cette époque-là. Et je pense aussi que le racisme a vraiment été clair durant cette affaire. Bon les gars, j'ai déjà trop parlé, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Il fallait vraiment qu'on décortique la série, en même temps l'histoire de Jeffrey Dahmer ensemble. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.